C'est le récit d'une lutte implacable, celle que se sont livrés 3 hommes. Un ancien président, Nicolas Sarkozy, un ex-premier ministre, François Fillon, et le dirigeant alors du principal parti de la droite française, Jean-François Copé. 3 dirigeants qui se sont entretués et qui ont entraîné dans cette chute tout leur camp politique. En somme, c'est l'histoire d'une affaire qui a fait exploser la droite française. L'histoire racontée dans un documentaire diffusé ce soir sur France 2 au cœur de l'émission Complément d'enquête. Bonjour Gérard Davet. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Bonjour Fabrice Lhomme. Bonjour. Vous êtes tous les deux grands reporters au journal Le Monde. C'est vous avec Tristan Oualex de France 2 qui avez signé ce documentaire, largement inspiré de vos 2 derniers livres, La haine et Apocalypse. 2 ouvrages qui vont paraître en un seul volume en poche dans 2 semaines. On va entendre de la musique tout de suite. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end. C'est sur ce morceau des Doors que s'ouvre le documentaire, The End, la fin de quoi ? À la fin d'une période bénie pour la droite qui détenait absolument toutes les clés du pouvoir. C'est Tristan Oualex, notre co-auteur de ce film, qui a trouvé ce thème et qui a réussi à négocier le fait qu'on puisse l'utiliser pour le documentaire. Et c'était très bien trouvé. Parce que cela raconte la fin d'une génération. Aujourd'hui, il faut bien voir ce qu'est la droite. Elle est tout à fait dans un état apocalyptique. Et c'est le résultat de 10 ans d'assassinat politique sur fond d'affaires judiciaires. L'affaire qui a fait exploser la droite, c'est le titre de ce documentaire. Cette affaire, c'est l'affaire Big Malion. En quelques mots, de quoi s'agit-il ? Hors antenne, vous m'avez dit, c'est très simple. Oui, pour une affaire judiciaire, politico-financière, elle est assez simple. Nicolas Sarkozy veut se faire réélire en 2012 président de la République. Il a le droit, comme tous les candidats, à un plafond de dépenses de 22,5 millions d'euros. Très rapidement, sa campagne s'accélère. Il multiplie les meetings et on le prévient, il est informé du fait qu'il va y avoir un dépassement sans doute il y a un risque de dépassement de fonds. Et là, il va être décidé qu'on va faire prendre en charge les factures des sociétés d'événementiel, non pas par le candidat, mais par le parti, l'UMP, ce qui est tout à fait illégal. Et pour ça, il va y avoir des fausses factures, c'est-à-dire que l'UMP va inventer des événements qui n'existent pas pour payer la société d'événementiel, Big Malion, en fait, pour la payer pour les prestations qu'elle fait pour Nicolas Sarkozy. Ce qui fait que Nicolas Sarkozy, en fait, va dépenser quasiment 50 millions d'euros au lieu des 22 autorisés. Et quand ça va être découvert, évidemment, ça va donner lieu au scandale que l'on appelle Big Malion, mais qui est en fait le scandale du financement illégal d'une campagne électorale, celle de Sarkozy en 2012. Il va être décidé, avez-vous dit, une formule impersonnelle, parce que toute la question, c'est de savoir qui décide. Et justement, le procès de cette affaire va commencer mercredi prochain, le 17 mars, devant le tribunal correctionnel à Paris. La question qui reste sans réponse est de savoir si une ou plusieurs personnes qui ont mis sur pied ce système de financement frauduleux, et si oui, qui a donné les ordres. Personne ne veut répondre clairement à cette question, encore aujourd'hui. Exemple, avec l'un des acteurs clés de l'affaire, c'est Jérôme Lavrieux, qui a accepté de vous parler en exclusivité. Mais je pense qu'en fait, tout le monde veut voir des complots, des machins, des trucs très organisés. Tout c'était le bordel généralisé. C'est dans la grande tradition de tout le monde fait n'importe quoi pour les campagnes présidentielles et il n'y a jamais de conséquences. Moi, je pensais que c'était après nous le déluge, surtout. L'important, c'est que le chef il soit content. Pour qu'il soit content, il faut qu'il soit réélu. Réélisons le chef. Il vous parle, mais il vous dit pas tout encore. Non, et on le sait. En fait, ce qui est fascinant dans ce documentaire, qui a été d'ailleurs produit par la Feel Good Company, je tiens à le dire, parce qu'ils nous ont vraiment beaucoup aidés, ces producteurs. On salue David Pujadas. David Pujadas, mais aussi Stéphane aussi et Mathilde Pazinetti. Rendons grâce à ces gens-là. Concrètement, ce qui a été fascinant dans ce documentaire, on a vu beaucoup de gens, de Raffarin à Bachelot, en passant par Copé, Lavrieux et plein d'autres, et François Hollande. Et on sait que ces gens-là savent des choses, et ils ne peuvent pas tout dire. L'objectif, c'était de réussir à ce qu'ils nous disent un minimum. Ouais. Or, en général, en interview politique, c'est pas souvent le cas. Il y a souvent de la langue de bois. Eh bien là, devant la caméra, ils se sont lâchés comme jamais. Et on n'a peut-être pas toute la vérité, mais on a au moins un bon début de vérité. Il y a quelqu'un qui avait écrit un livre, c'est décidé, j'arrête la langue de bois. C'était Jean-François Copé. Je ne sais pas si vous vous souvenez du titre de ce livre. Et alors, sa réponse qu'il a faite devant vos caméras est édifiante. Il est à la tête de l'UMP pendant la campagne présidentielle de 2012. Et 9 ans après, c'est peu dire qu'il est embarrassé, agacé par les questions qui lui sont posées. Vous lui avez dit quoi à Jérôme Lavrieux? Vous lui avez demandé qui avait été l'instigateur de tout ça, qui avait donné l'ordre?
Non, vous savez, franchement, j'avais à peu près compris comment tout ça s'était passé. J'imagine que vous avez cherché à savoir si Nicolas Sarkozy était au courant ou avait ordonné ça. Oui, enfin, vous savez, encore une fois, bien sûr, mais enfin, c'est pas... J'ai pas d'éléments, franchement, c'est bon, hein, je trouve cette affaire, je crois qu'on l'a vu dans tous les sens, honnêtement, j'en ai terminé. Hein. Vous souriez de son malaise, de son mal-être. Oui, alors il faut le recontextualiser. On voit bien que par rapport aux questions insistantes de Tristan Valex, qui a raison d'insister, on est là pour ça en tant que journaliste. Il y a peut-être de l'embarras sur le fond de l'histoire. On ne peut pas tout savoir, même si je pense qu'on en révèle beaucoup. Mais il y a aussi surtout le fait que Jean-François Copé, au départ, a été mis en cause médiatiquement. Judiciairement, il a même été témoin assisté, c'est-à-dire que la justice se rapprochait de lui. Et in fine, la justice a estimé que les soupçons qui étaient portés contre lui ne tenaient pas la route. Il a été blanchi totalement. Donc se voir de nouveau soupçonné, notamment par les sarkozystes, qui diffusent encore l'idée aujourd'hui que Copé, il n'est pas clair parce qu'il avait des liens avec Big Malion, etc., ça le rend fou, quoi. Ça le rend dingue. Alors il faut préciser que Jean-François Copé n'est pas renvoyé devant la justice, aucune charge n'a été retenue contre lui, mais est-ce qu'il va être entendu par la justice au procès qui va s'ouvrir ? Ça dépendra du tribunal. Il n'est pas convoqué pour l'instant comme témoin, mais ce qui est possible... Il n'est pas convoqué comme témoin. Non, mais ce qui est possible, c'est que ses oreilles, j'allais dire, sifflent si, comme on nous l'a dit, certains prévenus, dont Nicolas Sarkozy, renvoient la responsabilité sur lui. Donc là, il pourrait très bien intervenir soit par médias interposés, soit peut-être dans l'enceinte du tribunal. Donc c'est vraiment un procès qui peut révéler encore des rebondissements. Alors, il y a des gens qui ont parlé et puis des gens qu'on découvre dans ce dossier pour qui ne l'a pas suivi très 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 précisément. On a entendu Jérôme Lavrieux et puis il y a un autre entretien exclusif dans ce documentaire de complément d'enquête. C'est celui que vous a accordé Guillaume Lambert. C'est la première fois qu'il parle publiquement. D'abord, qui est-il ? Qui est Guillaume Lambert ? Guillaume Lambert est un ancien commissaire de la Marine qui est devenu préfet par la grâce de Nicolas Sarkozy. Donc c'est un fonctionnaire un peu terne, hein, pas flamboyant, et qui a été choisi pour diriger la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Et c'est lui qui va devoir organiser cette campagne coincé dans un espèce de maelstrom politique. Et aujourd'hui, effectivement, dans ce documentaire, il nous parle face caméra. Et c'est la première fois qu'il dit clairement les choses. Et qu'est-ce qu'il dit, qui est si fort ? C'est que, concrètement, il y a eu 2 alertes d'experts comptables qui sont remontées, non pas au directeur de campagne, mais directement au candidat, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, disant il faut arrêter là, on n'a plus d'argent, il faut arrêter les meetings. Et qu'est-ce qui va se passer derrière ? Nicolas Sarkozy va dire très bien, et ça va continuer. Ça va continuer, ça va continuer. Nicolas Sarkozy nie avoir été prévenu comme ça explicitement. Lui, en revanche, Guillaume Lambert dit qu'il l'a fait. On est en train de parler des sarkozystes. Il y a également les chiraciens qui ont leur rôle à jouer, notamment Jean-Louis Debré. On en parle juste après ça. Gérard Davet, Fabrice Lhomme avec nous. Culture Média continue. Urdel. L'affaire qui a fait exploser la droite, documentaire réalisé avec Tristan Valex ce soir dans Complément d'enquête à 22h55 sur France 2, co-réalisé puisqu'en même temps il y a Gérard Davet et Fabrice Lhomme qui ont longuement enquêté sur le sujet. Ils sont grands reporters au Monde enquêteurs et vous êtes aussi à la manœuvre dans ce documentaire. On parlait de l'affaire Big Malion. Elle n'éclate pas tout de suite après la campagne de Nicolas Sarkozy, campagne perdue contre François Hollande. C'est une bombe à retardement cette affaire Big Malion. Une bombe dont la mèche avait été allumée un peu plus d'un an après, à l'été 2013, par un homme qui n'a jamais beaucoup porté Nicolas Sarkozy dans son cœur, c'est un euphémisme, c'est Jean-Louis Debré, alors président du Conseil constitutionnel et qui est chargé d'examiner les comptes de campagne des candidats. Sarkozy m'appelle lui-même en disant « Tu es saisi, le Conseil est saisi, ayez conscience de la responsabilité que vous prenez. Ça serait très grave. Mes comptes de campagne ont été examinés par la Commission nationale des comptes de campagne. Ce sont tous des gauchistes et ils ont voulu me régler mon compte. Tu rectifieras tout et attention à tes responsabilités. » Il y avait à l'époque ce qu'on appelait la jurisprudence Roland Dumas pour les comptes de campagne de Balladur et de Chirac. Le rapporteur avait conclu au rejet et Roland Dumas a conclu au non-rejet. Je n'en dirai pas plus. Donc je sens bien qu'il y a des pressions, mais je suis intraitable. Il est intraitable, tout ça se passe à droite. Les comptes du candidat Nicolas Sarkozy sont rejetés, mais pour un dépassement à l'époque de 500 000 € seulement, si j'ose dire. Les 18 millions n'apparaissent pas encore dans cette affaire. Mais ça ouvre une brèche et vient alors rapidement la première victime, c'est Jean-François Copé. Que se passe-t-il alors pour Jean-François Copé ?
Jean-François Copé, il va être jugé, on peut le dire comme ça, par un espèce de bureau politique à l'UMP, donc qui deviendra les LR ensuite. Et tous ses ennemis, à l'époque il était puissant Copé, donc tous ses ennemis de l'époque, c'est-à-dire Sarkozy et Fillon, vont faire en sorte qu'il soit exfiltré, excommunié, viré de l'UMP et il n'est plus aujourd'hui que maire de Meaux. Et on se souvient un peu, et vous remontrez cette une du Point, l'hebdomadaire, qui fait sa une sur l'affaire Copé. Ça, le titre, c'était l'affaire Copé. Sarkozy aurait-il été volé? Le journal sous-entend que c'est Copé qui aurait bénéficié des fausses factures de Big Malion. On le sait maintenant, c'est faux. Le Point a été condamné pour diffamation. Copé pense que c'est un coup monté. C'était une officine. Le journal a été manipulé. C'est sa conviction. Lui, il pense qu'il a été victime, il faut le dire, d'un complot politique qui visait à lui faire perdre la tête du parti et qu'on a instrumentalisé les médias pour faire courir le bruit qu'il y avait un axe Big Malion, Lavrieux, Copé qui s'enrichissait aux dépens de Nicolas Sarkozy, ce qui expliquait que des fonds aient disparu. Les faits sont exactement contraires à cela. Les enquêteurs ont prouvé que les fonds dont on cherchait la trace, en fait, ils étaient dans les comptes, ils auraient dû être dans les comptes de campagne de Sarkozy. Et il n'y a pas de trace d'enrichissement personnel de Copé, ni même de Jérôme Lavrieux. Donc tout ça a été battu en brèche. Mais ça dénote un climat de règlement de compte effrayant. Ça soulève aussi une autre question, puisqu'on est ici une émission média, c'est Le Point, le journal condamné, je le rappelle, pour diffamation. Quand on est journaliste et qu'on travaille sur ce genre de sujet, à quoi faites-vous particulièrement attention, parce que j'imagine que vous êtes très sensible à ça, pour ne pas être vous-même manipulé, pour ne pas donner de mauvaises informations par des ennemis d'un camp ou d'un autre? Vous avez raison, Philippe, et en vérité, on est constamment abreuvé d'informations. On a ce qu'on appelle des sources, vos auditeurs doivent savoir ce que c'est que des sources. Sont les gens qui nous donnent des informations et elles ne sont jamais gratuites, ces informations. C'est dans le sens où on ne paye pas pour les avoir, mais ces gens-là ont un intérêt à nous donner des informations. Donc là, en l'occurrence, j'imagine, je ne suis pas dans la tête des journalistes du Point, ces informations, ils les ont recoupées, les ont obtenues, mais il se trouve que à l'arrivée, elles se sont révélées fausses. C'est-à-dire que c'était bidon, les enquêteurs l'ont démonté par A plus B. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question, ou plutôt je l'ai mal posée. Quels sont les intérêts des uns et des autres à vous parler? Par exemple, cet homme dont j'ignorais l'existence, je vais le dire, qui travaillait à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy, qui vous parle. Jean-Pierre Jouyet. Non, pas Jean-Pierre Jouyet, l'autre, dont on a passé l'extrait, qui vous parle. Dans quel but Guillaume Lambert. Exactement, Guillaume Lambert. Dans quel but vous parle-t-il? Est-ce que c'est pour se défendre? Il prépare une sorte de tribunal médiatique avant le tribunal effectif. Vous avez raison, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas pourquoi il a accepté. Je sais que Tristan Walex l'a pressé de questions pour qu'il puisse accepter de nous parler devant la caméra. Et en vérité, je pense qu'il s'agit d'une stratégie. Et il s'agit tout simplement de dire concrètement quelle sera sa position. Il va maintenir sa position, celle d'un homme qui accuse Nicolas Sarkozy à travers des faits précis. Et tant pis, parce qu'il sait que sa carrière, de toute façon, est aujourd'hui foutue. Il est préfet hors cadre, voilà. Il a été difficile à convaincre de parler? Oui, absolument. C'était un petit peu la cerise sur le gâteau. On a obtenu, notamment grâce à l'acharnement, c'est vrai, de Tristan Walex, son accord in extremis pour parler. C'est la première fois, et sans doute à mon avis la dernière fois, qu'il parle à des médias, parce que c'est quelqu'un qui a pas du tout l'habitude d'être dans la lumière, qui a très peur. Et pour en revenir à votre question sur les craintes qu'on peut avoir en général sur le fait d'être manipulé, il faut savoir que dans le domaine de l'enquête, ces craintes sont permanentes. Et heureusement qu'on a ces craintes, parce qu'on veut toujours nous instrumentaliser. Ça, faut être lucide par rapport à ça. Donc il y a qu'un truc auquel il faut se référer. Il y a une seule chose qui est notre fil à plomb, notre fil conducteur, c'est: est-ce qu'on peut vérifier les faits qu'on nous dit? Parce qu'il y a une différence entre des déclarations de gens qui nous disent des choses et qui les assument. Après tout, et on a le droit de mentir, entre guillemets, mais le lecteur ne sera pas dupe. C'est telle personne qui déclare ceci ou cela. Par contre, il faut être beaucoup plus prudent quand c'est nous qui prenons à notre compte les informations qu'on publie. C'est pour ça que nous, en cas de doute, c'est ce qu'on se dit toujours avec Gérard, on préfère ne pas publier une information, quitte à rater un scoop si on n'est pas sûr à 100%. Alors, un petit scoop, vous publiez plus qu'une information, un son. C'est Jean-Pierre Jouyet. Déjà, racontez l'affaire Jouyet-Fillon, qu'on la résume, parce qu'après, je vais rajouter le plus produit, si j'ose dire. Alors, Jean-Pierre Jouyet est secrétaire général de l'Élysée socialiste sous François Hollande. C'est donc le deuxième personnage de l'État, en quelque sorte, sous François Hollande. Et il a été aussi ministre de François Fillon. Donc, François Fillon va le voir à l'été 2014, je crois. Il va le voir, il déjeune avec.
Et François Fillon lui dit concrètement, il faut s'en prendre à Sarkozy. J'ai découvert dans les comptes de l'UMP qu'il y avait des manœuvres absolument scandaleuses qui étaient faites financièrement, et donc il faut agir rapidement, taper vite, sinon il va revenir. C'est le terme qu'emploie Fillon devant Jean-Pierre Jouyet. Et donc Jean-Pierre Jouyet revient à l'Élysée, il en parle à François Hollande et lui dit, mais tu te rends compte ce qu'il nous demande, François Fillon? Et Hollande lui répond, bah non, nous on fait pas ça, on n'agit pas avec la justice en sous-main. Et ça, c'est ce que nous raconte Jean-Pierre Jouyet, on va le voir, il nous témoigne devant nous, on l'enregistre, il nous témoigne. Alors voilà, il nous explique tout ça. Ce qui est très intéressant, je l'avais vu à l'époque dans Le Monde, je l'avais lu, mais je l'avais pas entendu. Ensuite, les protagonistes avaient tous nié. Or là, vous diffusez le son. Donc j'ai appris quelque chose sur vous. Tous les entretiens que vous faites, y compris que ce soit pour vos ouvrages ou pour Le Monde, vous enregistrez tout. Oui, et en prévenant bien entendu les interlocuteurs, parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, ça permet de retranscrire précisément. Alors quand on prend des notes, sauf avoir une formation de sténo, on ne peut pas être très précis. D'autre part, ça permet aussi, ça protège nos interlocuteurs qui pourraient se retourner contre nous si on déformait leurs propos. Il y a une preuve qu'ils ont bien dit c'est ce qu'ils ont dit. Et puis, ça nous évite aussi des retournements de veste de gens ça nous est arrivé, de gens qui disent mais moi j'ai jamais dit ça, et on leur rappelle qu'ils ont été enregistrés et ils changent de ton entre guillemets. Là, l'enregistrement de Jean-Pierre Jouyet, ça a été jusqu'au tribunal puisqu'il y a eu des plaintes notamment de François Fillon. Jean-Pierre Jouyet lui-même au départ avait nié avoir tenu ses propos. Et ben l'enregistrement a mis tout le monde d'accord. Il a été diffusé au tribunal une première fois. Là, c'est la première fois qu'on le diffuse publiquement. Et cet enregistrement a prouvé notre bonne foi et a mis fin aux poursuites dont on était l'objet. Et puis ce que vous montrez encore, c'est qu'il y a parfois des affaires qui sortent parce qu'elles préexistaient. Par exemple, François Fillon qui ne déclarait pas les salaires de Pénélope Fillon comme assistante, plutôt qui déclarait les salaires mais avec un travail fictif. Et puis il y a parfois des affaires suscitées avec volonté de nuire. C'est Robert Bourgi qui achète volontairement des costumes très chers sur mesure pour les offrir à Fillon pour le piéger. Oui, c'est ce que nous dit Robert Bourgi, et c'est ce qu'on vérifie comme on le peut, avec les factures, avec les déclarations sur procès-verbal, avec les agendas de Bourgi, parce que c'est un personnage dont il faut vérifier les assertions. Et oui, ça tient la route. Il a effectivement acheté les costumes dans le but de piéger François Fillon. Et vous savez, tout ce documentaire, il raconte ça. Il raconte ses instrumentalisations, ses querelles, ses coups bas. Et moi, je suis ravi qu'on ait pu le faire, ce doc, parce que sur une télé française, c'est pas forcément évident. Et France 2 a eu le courage et l'audace de nous faire confiance pour raconter tout ça, et c'est diffusé ce soir, et honnêtement je suis content parce que franchement on l'écrit souvent dans nos livres, mais à la télé on le voit assez peu, et je trouve que c'est bien qu'on ait pu le faire, quoi. Est-ce que cette affaire peut encore faire des ravages aujourd'hui à droite? Est-ce que c'est du passé, ou est-ce que c'est du présent, ou est-ce que c'est encore du futur? Non, je pense que ça peut encore faire des ravages. Je pense que ça peut encore faire des ravages quand on voit les positions des Sarkozy, ce qui consiste à dire que finalement la justice est passée à côté de la vraie affaire, qu'il y a des choses encore à chercher, etc. Je pense malheureusement pour la droite, et heureusement pour ses adversaires, qu'il y a encore des règlements de compte qui peuvent se dérouler. Donc vous pourrez faire peut-être un 3e tome de vos livres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Gérard Davet, Fabrice Lhomme, l'affaire qui a fait exploser la droite. Documentaire réalisé, il faut le préciser, avec Christian Boilex, ce soir dans Complément d'enquête à 22h55 sur France 2. Puis je rappelle la sortie prochaine en poche de vos 2 livres, La haine et Apocalypse. Ça s'appelle Histoire secrète de la droite française, et ça sort le 23 mars chez Pluriel. Voilà, nous sommes complets.